Merci beaucoup, Monsieur Soubeyran. Eh bien, nous restons en France, mais un peu plus à l'est. Là, Monsieur Éric Vivier, professeur d'immunologie à Aix-Marseille Université, praticien hospitalier à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Et je lui cède immédiatement la parole. Bonjour et merci beaucoup de m'accueillir en votre compagnie. C'est un grand honneur pour moi de faire partie maintenant de cette Académie royale de médecine de Belgique. Comme il a été dit avant, il y a peut-être un espoir de encore promouvoir les interactions entre les différentes académies de manière internationale, et étant membre de l'Académie nationale de médecine en France, j'essaierai, si on me le demande très modestement, d'y participer. Si je peux avoir la diapo suivante. Donc j'ai présenté très rapidement le parcours qui était le mien. Il est plus facile de parler de la science qu'on fait que de nous-mêmes, et donc je vais passer très très rapidement sur les parties personnelles et essayer de transmettre le message scientifique qui est la conséquence de nos recherches depuis 20 ans sur le système immunitaire inné. Diapo suivante. Donc très très rapidement, moi je suis un pur produit des grandes écoles françaises où j'ai choisi l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort pour commencer, mais ensuite l'ensemble de mon parcours a été focalisé sur la dissection moléculaire de l'immunité innée et sa manipulation en clinique à travers un PhD obtenu dans l'université qui s'appelle maintenant Paris-Saclay, mais aussi un postdoc réalisé à Harvard. Et depuis 1993, j'ai rejoint Marseille en tant que praticien hospitalier, professeur des universités, donc aux hôpitaux universitaires de Marseille, mais aussi au centre d'immunologie de Marseille-Lumini, que j'ai eu l'honneur de diriger pendant pratiquement 10 ans. En fait, quelque chose qui est important dans notre écosystème en immunologie à Marseillais, c'est la Fédération hospitalo-universitaire Marseille Immunopole. On sait très bien que l'union fait la force, mais on sait aussi malheureusement que l'union est un combat. Et en fait, je suis assez fier personnellement d'avoir contribué à réunir toutes les expertises en immunologie sur le territoire de la métropole d'Aix-Marseille. Diapositive suivante. Alors voici illustré les deux grands pôles de mon activité en termes de formation, à la fois à Paris au départ en collaboration avec l'INSERM, puis Harvard, puis maintenant le CIML. Diapo suivante. J'ai eu la chance de pouvoir entretenir des collaborations fructueuses et même de passer du temps dans différents instituts à travers le monde, comme indiqué ici sur cette diapositive, en particulier aux États-Unis et en Australie. Diapositive suivante. Donc, comme je vous l'ai dit, l'ensemble des activités de mon laboratoire de maintenant plus de 20 ans a pour objet d'essayer de comprendre comment fonctionne le système immunitaire inné. Diapositive suivante. Et sans rentrer dans un cours, bien évidemment, sur le système immunitaire inné et son articulation avec la réponse immunitaire, juste quand même identifier et replacer le fait que les cellules du système immunitaire inné sont extrêmement diverses, elles sont réparties partout dans l'organisme, elles ont la propriété, pour la plupart d'entre elles, d'avoir une réactivité très rapide, contrairement aux cellules du système immunitaire adaptatif. Et ce qui est aussi intéressant dans le système immunitaire inné, c'est qu'il contribue par lui-même à un certain élément de défense, c'est la réponse effectrice contre pas mal de challenges, mais aussi l'induction de la réponse immunitaire adaptative. Diapositive suivante. Alors, on s'est particulièrement intéressé à un type de lymphocytes de l'immunité innée que l'on appelle maintenant collectivement les innate lymphoid cells. Et à l'intérieur des innate lymphoid cells, en particulier sur ces cellules qu'on appelle natural killer, NK, et qui ont des propriétés avérées de contrôle des pathologies tumorales, mais qui servent aussi à d'autres fonctions dans le cadre d'infections microbiennes, mais aussi de contrôle de l'homéostasie. Diapositive suivante. Alors, ce que j'ai voulu illustrer ici, c'est notre contribution à cette très très bonne nouvelle, qui est la révolution du traitement des cancers par manipulation du système immunitaire, ce que l'on appelle donc la révolution de l'immuno-oncologie, où on voit sur ces courbes de survie que, effectivement, dans certaines pathologies gravissimes, en particulier des pathologies qui peuvent être métastatiques au diagnostic, on peut, grâce à l'immunothérapie, proposer un traitement qui a été sans précédent. Par contre, comme vous le voyez aussi indiqué en vert, on est loin d'avoir résolu l'ensemble des pathologies tumorales, malheureusement, et c'est exactement le sujet sur lequel on essaye de contribuer à travers, encore une fois, une manipulation du système immunitaire inné, car
il est évident à l'heure actuelle que la plupart des traitements qui ont été proposés dans le cadre de cette révolution de l'immuno-oncologie ont été centrés sur les cellules T, en particulier avec les immune checkpoint inhibitors. Nous pensons que la deuxième vague de l'immuno-oncologie passera par, en partie en tout cas, par une reprogrammation du système immunitaire inné de telle manière à, si vous voulez, provoquer l'étincelle qui mettra le feu à la réponse immunitaire, aussi tumorale et aussi dans le ganglion. Diapositive suivante. Alors, deux illustrations de ce qu'on essaye de faire dans ce domaine et avant tout, la reconnaissance que les anticorps sont des drogues absolument magnifiques puisque on peut faire des anticorps contre à peu près n'importe quelle molécule à l'heure actuelle et surtout on maîtrise complètement la technologie de cette manipulation des anticorps jusqu'à l'étape industrielle et pharmaceutique. Diapositive suivante. Donc il existe deux sortes d'anticorps sur lesquels on s'est intéressé. Les anticorps, ils sont là représentés en bleu à gauche, sont des anticorps bloquants, en particulier bloquants d'interaction inhibitrice, les fameux immune checkpoint inhibitors, et puis de l'autre côté, en vert, des anticorps cytotoxiques, qui vont en particulier reconnaître des tumeurs antigènes. Diapositive suivante. Dans le premier cas, l'anticorps en bleu, en fait, c'est là un anticorps qu'on a appelé monalizumab, j'espère que vous appréciez le nom de cet anticorps, qui est un anticorps, en fait, qui va bloquer l'interaction inhibitrice entre une molécule qui s'appelle NKG2A, qui est exprimée sur les cellules NK et sur certains subsets de cellules T, et son ligand, qui est une molécule de classe 1 non classique, s'appelle HLA-E. Comme vous voyez sur la partie droite de cette diapositive, on a pu montrer dans cet essai de phase 2 qui est positif et qu'on a publié dans Cell il y a quelques temps, qu'en réalité, il y a un avantage pour les patients qui présentent des pathologies du cancer tête et cou à la combinaison de cet anticorps monalizumab avec un autre anticorps toxique qui s'appelle cetuximab. Diapositive suivante. Quand on s'est intéressé au récepteur activateur, on a pu générer cette molécule totalement synthétique en prenant appui sur la beauté du Lego de la manipulation des anticorps. Vous voyez que là, on peut générer en particulier un anticorps qui est maintenant trifonctionnel et qui peut à la fois engager deux récepteurs activateurs sur les cellules NK et une cellule tumorale. Cette molécule est maintenant dirigée bien évidemment vers des essais cliniques. Diapositive suivante. Donc voici une diapo qui résume notre contribution et celle de certains collègues également sur l'amélioration de ces anticorps cytotoxiques. Et en fait, ce qu'on essaye de faire depuis le départ, c'est de transformer les résultats de la recherche fondamentale, comme vous l'aurez compris, en traitements innovants pour les patients qui en ont besoin. Diapositive suivante. Et nous avons pu mettre cette expertise collective à contribution lors de l'infection Covid-19. Diapositive suivante, en particulier en montrant qu'un autre élément d'immunité qui s'appelle le complément était véritablement un facteur très important dans les pneumonies sévères à Covid-19, en particulier sur 100% des patients en pneumonie sévère. On observe une élévation d'un composant du complément qui s'appelle la molécule C5A, et ce qui nous a permis de lancer un essai clinique de phase 2, bien évidemment en double aveugle contre placebo, de telle manière à tester le blocage de cette pathway dans les formes sévères de pneumonie à Covid-19, et nous attendons avec impatience les résultats. Diapositive suivante. Donc pour finir, en fait, quelque chose qui m'a intéressé depuis le départ, c'est cette phrase de Newton qui dit que l'humanité crée beaucoup plus de murs que de ponts. Je m'associe véritablement à cette constatation et ce qu'on essaie de faire très modestement, c'est un pont entre cette recherche fondamentale et ses applications cliniques pour, encore une fois, proposer des traitements innovants pour les patients qui en ont besoin. J'aimerais bien évidemment remercier d'abord vous pour votre attention et votre accueil dans cette compagnie, mais aussi ma famille, et aussi les patients et leurs familles qui ont contribué et qui contribuent aujourd'hui aux essais cliniques que nous développons, et bien évidemment l'ensemble des institutions en France et en Europe comme l'ERC qui soutient notre recherche. Merci beaucoup.